Nous allons voir dans ce chapitre un nouveau type de recombinaison assez particulier, c'est le phénomène de la transposition. Ce phénomène de transposition est lié à la présence des éléments qu'on appelle les éléments transposables. En effet, un élément transposable, ou encore on appelle un gène sauteur, est une séquence d'ADN qui fait partie vraiment de l'ADN génomique des organismes et qui est capable de se déplacer de manière autonome dans un génome par un mécanisme qu'on appelle bien sûr la transposition. Alors, cette transposition, bien sûr, il est rendue possible sous l'effet des enzymes, telles que ici on peut appeler donc la transposase. On aura l'occasion d'en parler. Cette transposase, c'est une enzyme de recombinaison. Pourquoi on l'appelle enzyme de recombinaison? Parce que, justement, il va encore à nouveau réaliser une coupure et une soudure. Comme vous le savez, la recombinaison elle est basée sur ce phénomène, ce qu'on appelle coupure et soudure. Une enzyme qui coupe et une enzyme qui va réaliser donc la ligation. Alors, les éléments transposables les plus simples, on les appelle des IS, ou encore unités d'insertion, ou encore séquences d'insertion. Alors, ces IS se transposent de manière autonome dans une séquence de l'ADN hôte, et ils possèdent une région qui va coder pour la transposase, cette enzyme qui va leur permettre de réaliser le phénomène de la transposition. Alors, ce fragment central, ou bien ce gène central, il est flanqué, c'est-à-dire on retrouve aux extrémités des séquences répétées. Maintenant, vous avez l'habitude de connaître ces séquences répétées, ce qu'on appelle les IR. On va dire IR droite et IR gauche à nouveau. Ces IR, c'est eux qui vont limiter cette région centrale et l'ensemble, c'est-à-dire le fragment central, avec les deux IR chacune de côté, on les appelle, l'ensemble on l'appelle IS, unité d'insertion ou encore séquence d'insertion. Et ce fragment central code pour l'enzyme qui est la transposase, et cette transposase reconnaît ces répétitions inversées, ces IR, chacune des deux côtés, pour pouvoir couper l'élément et lui permettre de partir. Au niveau de cette diapositive, on voit la structure, bien sûr, d'un IS, c'est-à-dire une séquence d'insertion. Alors, en fait, il faut noter une chose, c'est que ces IS, ils ont une taille qui varie entre 750 à 2500 paires de bases. C'est-à-dire, ils ne dépassent pas les 2500 paires de bases. Et qui présentent une organisation assez universelle et très particulière, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc, on peut constater la présence de ce qu'on appelle des répétitions, des IR, répétitions inversées, chacun de son côté. Vous voyez bien que les flèches sont orientées dans le sens opposé. Et au milieu, on trouve un fragment central qui va coder pour l'enzyme responsable de ce phénomène de transposition. Alors, en fait, il y a une vraie coopération entre les IS et le fragment central. Cela, bien sûr, permet de transposer tout le fragment d'ADN compris entre deux copies IS identiques. Et on parle bien sûr d'une transposition composite. En fait, ce qu'il faut noter, c'est tout simplement l'IS, c'est un fragment d'ADN d'une taille qui ne dépasse pas 2500 paires de bases, qui a une fonction et code pour un gène, c'est-à-dire code pour une protéine qui est la transposase. Et aux extrémités de ce fragment central, on trouve des répétitions inversées. Et la transposase, lorsqu'elle est synthétisée,
reconnaît ces séquences IR et il va couper aux extrémités externes afin de permettre à cet élément transposable de partir. On vient de voir la signification d'un élément transposable simple qu'on appelle IS. Donc un IS, séquence d'insertion. Cette séquence d'insertion, on l'appelle transposant simple. Mais en réalité, l'élément transposable, ou bien le mot transposant, il est attribué à quelque chose de beaucoup plus complexe, que nous allons voir maintenant. En effet, un transposant, c'est quelque chose qui a une architecture un peu particulière. C'est un grand fragment central, mais cette fois-ci, il dépasse les 2500 paires de bases. Il dépasse les 2500 paires de bases. Ce fragment central, il est flanqué aux extrémités, c'est-à-dire à nouveau, on retrouve aux extrémités. Qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve l'élément IS. Nous avons un élément IS de droite et un élément IS de gauche. Donc, c'est-à-dire, les deux IS, nous savons très bien que les deux IS, ils portent un petit fragment central et des répétitions inversées chacun de côté. Eh bien, ces deux IS viennent et essayent de mettre un fragment central au milieu et l'ensemble, on l'appelle un transposant. Alors, cet élément central, il peut avoir plusieurs fonctions. Il peut coder pour plusieurs gènes de résistance à un antibiotique, résistance aux métaux lourds, production de toxines, etc. Donc, ce n'est pas un gène inintéressant. Au contraire, c'est un gène qui va emmener quelque chose avec lui, que lorsqu'il va transposer ailleurs, dans un autre site, ou chez une autre bactérie, par exemple, eh bien, il va lui ramener ce gène, nouveau gène de résistance. Et donc, je répète maintenant, c'est qu'un élément transposable maintenant, un élément transposable, c'est un grand fragment central qui dépasse les 2500 paires de bases. Et aux extrémités, on retrouve les IS. Et on sait très bien c'est quoi un IS. Un IS, c'est un petit fragment d'ADN qui est flanqué aux extrémités par des répétitions inversées. Voici la structure d'un élément transposable qu'on appelle aussi élément transposable composite. Alors on l'appelle composite tout simplement parce qu'il est composé de deux IS, parce que les IS aussi ce sont des éléments transposables simples, et les deux vont former un élément transposable composite. Alors vous voyez très bien que nous avons un fragment central, donc ici en couleur bleue. Ce fragment central il est très grand, il dépasse les 2700 paires de bases. Il a une fonction, c'est-à-dire une structure, c'est-à-dire un gène de structure, il va coder pour un résistance à l'antibiotique ou autre chose. Et qu'est-ce qu'on voit aux extrémités? Eh bien, on voit aux extrémités les IS. Donc les IS, on sait très bien, qu'ils sont composés d'un fragment central de petite taille, donc ici représenté en jaune, et par des répétitions inversées qui sont de chacun de côté, à droite et gauche. Et nous avons ici deux IS, un qu'on appelle IS droite, l'autre IS de gauche, et au milieu, nous avons un élément central. En fait, la nature a voulu que ces éléments IS, qui ont la capacité de sauter, de partir, de voyager, mais qu'ils ne partent pas tout seuls. Qu'ils ne partent pas tout seuls, parce qu'à quoi ça sert qu'un élément IS va aller d'un site à un autre, parce qu'il peut provoquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut provoquer? Une mutation, type insertion. Il va venir, il va s'insérer dans une séquence, et si cette séquence est un gène, ce gène ne va plus fonctionner parce qu'il y a une insertion qui est venue à ce niveau-là. Et donc, la nature a voulu qu'il soit compensé, ce phénomène de mutation. Cette mutation doit être compensée par quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est, en fait, ce nouveau gène qu'il faut emmener à la bactérie ou bien à l'organisme, chez qui la transposition a eu lieu. Et donc, il voulait que ces IS, au lieu de se partir tout seul, qu'il emmène avec elle, c'est quelque chose. Avec eux, quelque chose, pardon. Et bien, ce quelque chose, c'est un fragment central
qui a une fonction très intéressante. Si on peut donner un exemple, c'est comme une locomotive qui part tout seul, qui voyage tout seul, consomme du charbon, consomme de l'électricité, mais qui voyage tout seul sans intérêt. Par contre, si on arrive à lui greffer des wagons, bah, au moins, il va servir à quelque chose, à transporter des choses, soit des voyageurs, ou soit des marchandises. Et donc, si vous voulez, c'est à peu près cette image-là que la nature a voulu que ces éléments sauteurs puissent faire. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avoir la création d'un élément transposable. Ce tableau, il nous résume quelques exemples des éléments transposables. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a énormément d'éléments transposables qui ont été isolés chez différents organismes bactériens, eucaryotiques, etc. Et lorsqu'on a comparé, notamment au niveau des bactéries, on a pu aussi isoler plusieurs transposants. Et lorsqu'on les a comparés, on a trouvé qu'ils avaient pratiquement la même architecture. C'est quoi cette architecture? Celle qu'on vient de parler tout à l'heure. Un grand fragment central qui dépasse les 2500 paires de bases, qui a une fonction codée pour quelque chose, résistance à l'antibiotique ou autre chose, flanqué aux extrémités par des IS, un IS de droite et un IS de gauche. Alors, voyez-vous, ici, on peut regarder par exemple le cas d'un élément transposable, que nous aurons l'occasion d'en parler, le TN3. Ben, il a une taille à peu près de 5000 paires de bases. Donc, voyez-vous, il dépasse les 2500 paires de bases. Et en fait, c'est un élément transposable, si vous regardez à la fin, il porte la résistance à l'ampicilline. C'est-à-dire que ce transposant, lorsqu'il va y aller quelque part, il va permettre à cette bactérie, tout à coup, de devenir résistante à l'ampicilline. Alors qu'avant, il était sensible. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant, important, que cette bactérie va acquérir, ce qui va permettre à cette bactérie d'évoluer dans un sens, c'est-à-dire en fait, tout à coup, il devient résistant à l'ampicilline et il va se distinguer des autres bactéries qui n'ont pas reçu cet élément transposable. Alors, nous avons l'exemple ici, par exemple, de TN10 que nous aurons l'occasion de voir aussi. Il a une taille de 9300 paires de bases, encore à nouveau, hein, ça dépasse les 2500. Eh bien, c'est un fragment central qui code pour la résistance à la tétracycline. Donc, voyez-vous, c'est tout à fait différent de TN3 cette fois-ci, tétracycline. Et il est composé, c'est-à-dire aux extrémités, on va trouver des IS qu'on appelle IS10. Alors, on les appelle IS10R, IS10L, parce qu'il y en a deux, droite et gauche. Et on retrouve des répétitions inversées de chacun de côté. C'est normal, parce qu'un élément transposable, aux extrémités, qu'est-ce qu'on trouve? Des IS. Et les IS, qu'est-ce qu'ils ont aux extrémités? Eh bien, des répétitions inversées. Donc, pour la duplication du site cible, on aura l'occasion d'en parler maintenant. Peut-être on pourra le noter, c'est qu'il y a, lorsque cet élément transposable TN3, lorsqu'il s'insère au niveau d'un site, au niveau d'un génome, eh bien, il permet la duplication d'un site, c'est-à-dire la taille est de 5 paires de bases. Pour le TN9 ici, il est de 9 paires de bases. Pour le TN10, il est de 9 paires de bases. Ça, on va le comprendre tout à l'heure. Ce qu'il faut noter ici, c'était juste pour vous dire qu'il existe plusieurs types d'éléments transposables qui diffèrent par leur fonction, mais et qui ont pratiquement la même architecture. Alors, cette diapositive, il nous résume ce qu'on vient de dire. Alors, ce que vous avez tout à fait au début,
Ça, c'est un élément d'insertion, un IS. C'est-à-dire un élément IS qui est inséré au niveau d'un ADN chromosomique bactérien, par exemple. Vous voyez bien le fragment central qui est en jaune et les IR qui sont aux extrémités. Répétition inversée, vous voyez bien que les flèches sont orientées de manière opposée. Et on voit très bien que le fragment central est le code pour la transposase. Donc l'ARN et l'ARN messager donnent la protéine transposase. Alors ce que vous avez en bas, c'est le transposant, ou encore le transposant complexe, parce que le premier on l'appelle soit IS, ou soit on l'appelle transposant simple. Le deuxième, on l'appelle transposant ou bien transposant complexe. Alors ce transposant complexe, on voit très bien qu'il y a deux familles. Alors la première famille, c'est celle que je viens de décrire tout à l'heure. C'est la famille avec un fragment central de grande taille qui dépasse les 2500 paires de bases. Le cas ici présent, bon, c'est un élément transposable qu'on appelle le TN5. Tout à l'heure, j'ai parlé de TN3, j'ai parlé de TN10. Voilà, c'est un TN5. On aura l'occasion de faire sa connaissance. Et donc, ce fragment central, il est flanqué aux extrémités par des IS. Ce qu'on appelle l'IS 10L, l'IS 50L et l'IS 50R. Donc, R droite, L left. Et vous voyez bien que les IS, eh bien, ils ont leur architecture qui est un fragment central avec des répétitions inversées. Alors, les IS, ils vont coder pour la transposase, l'ARN messager, la transposase, et le fragment central, lui, il va coder pour, on aura l'occasion d'en parler, la résistance à la kanamycine. En fait, c'est une enzyme qu'on appelle la niomycine phosphotransférase, qui normalement c'est elle qui permet la résistance à la kanamycine. Et en dernier lieu, vous avez aussi un élément transposant complexe, ou encore tout simplement un élément transposant. La différence par rapport à celui que je viens de décrire tout à l'heure, le TN5, c'est que ce dernier, on ne retrouve pas aux extrémités des IS. On retrouve uniquement des IR, mais pas des IS. C'est ça la différence. Le TN5, par exemple, vous voyez bien, on a des IS aux extrémités. Tandis que celui d'en bas, alors juste à titre d'information, c'est un transposant qu'on appelle le TN3. Le TN3. Aussi, on aura l'occasion de le voir. Alors ce TN3, on trouve un grand fragment central qui est composé de plusieurs gènes, et vous avez aux extrémités, au lieu d'avoir des IS, vous avez des IR. Alors cet élément transposable que j'ai appelé ici le TN3, eh ben, il code pour la résistance à la bêta-lactamase, c'est-à-dire à l'ampicilline, c'est-à-dire il code pour l'enzyme bêta-lactamase qui permet la résistance à l'ampicilline. Et puis il y a d'autres gènes qui sont codés aussi par ce fragment central. On aura l'occasion d'en parler lorsqu'on fera le TN3. Voilà un peu pour cette diapo. Donc il résume les éléments transposables simples, ou encore les IS, et les éléments transposables complexes, qui sont à la fois le TN5 ici, qui est composé par un fragment central et des IS aux extrémités, et un fragment central et un autre élément transposable qu'on appelle le TN3, un fragment central avec des répétitions inversées aux extrémités plutôt que des IS. Alors, quel que soit l'élément transposable simple ou l'élément transposable complexe, ben, tous les deux, lorsque ils vont effectuer la transposition, c'est-à-dire partir d'un endroit et aller dans un autre endroit, et lors de l'insertion au niveau de cette cible, eh bien, on va assister à une duplication de ce site cible.
C'est-à-dire que le mécanisme de la transposition fait que l'élément transposable, qu'il soit simple à nouveau ou qu'il soit complexe, lorsqu'il va venir s'insérer au niveau de l'ADN, au niveau du site cible, ce site cible, en fait, c'est une séquence courte qui est composée de 4 à 12 paires de bases, mais qui n'est pas spécifique. C'est une séquence qui est préférée par le transposant. Et chaque transposant a une séquence préférée, il y a une taille préférée qui varie entre 4 et 12 paires de bases. Et lorsque on a le phénomène de transposition, c'est-à-dire d'insertion de cet élément transposable, s'installe, on constate que cette séquence cible, qui est composée de 4 à 12 paires de bases, eh bien, on la retrouve dupliquée de part et d'autre de l'élément transposable. Elle est dupliquée de part et d'autre de l'élément transposable. Alors, certains éléments transposables s'insèrent préférentiellement à un locus du génome, d'autres sont plus généralisés et s'insèrent sur un chromosome particulier ou encore sur n'importe quel chromosome. Cela dépend de l'élément transposable. Cela veut dire qu'il n'y a pas une préférence pour un endroit par rapport à l'autre, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité, d'un endroit à l'autre, mais il y a quelques préférences qui est liées à la topologie du site cible. Il faut que ce site cible puisse faciliter l'insertion de cet élément transposable. Donc voilà un peu, on résume ce qu'on vient de dire tout à l'heure sous forme de ce schéma. Donc voyez-vous, on a un élément transposable qui est en haut, avec ses répétitions inversées, d'accord, qu'il soit lié à l'IS ou qu'il ne soit pas lié à l'IS. Cet élément transposable, qu'il soit complexe à nouveau ou qu'il soit simple, sous forme de IS, il va venir et va provoquer des coupures. Alors c'est des coupures qui sont monobrins, de part et d'autre de l'ADN, c'est-à-dire un brin, on a une coupure, et sur l'autre brin, on a une deuxième coupure, de manière décalée. Cette coupure décalée va faire que on aura un glissement de l'ADN, c'est-à-dire ça glisse vers la gauche et vers la droite. Et l'élément transposable va s'insérer. Le résultat, regardez ce qui se passe, c'est qu'on a des régions qu'on appelle des simple gaps, des vides, de part et d'autre, droite et à gauche. C'est-à-dire, en fait, les monobrins sont séparés. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la polymérase va corriger. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, travailler avec la complémentarité des bases. Le résultat, c'est qu'on retrouve la séquence rouge du début, qui est le site cible. Maintenant, elle est dupliquée. On la retrouve à gauche et à droite. Donc, ça veut dire que, comment on peut reconnaître un élément transposable lorsqu'on regarde un ADN? Eh bien, on va tout à coup voir un gène, un fragment central qui code pour quelque chose. Il y a des répétitions inversées aux extrémités. Et tout à coup, nous avons des répétitions directes cette fois-ci. Regardez, ils sont directs aux extrémités. Les répétitions directes sont le résultat de la duplication de cette cible lors du phénomène de la transposition. Et donc, ces répétitions directes, on le trouve de part et d'autre. Dans le cas ici présent, il y a un site cible à peu près de 5 paires de bases, 6 paires de bases. Et donc, on le retrouve dupliqué de chaque côté de l'élément transposable. Voilà un peu. En résumé maintenant, nous avons un élément transposable. Aux extrémités de l'élément transposable, qu'il soit avec IS ou sans IS, on retrouve des répétitions inversées. Et après, on retrouve les répétitions directes qui sont le résultat de phénomènes de la transposition et qui en fait correspondent au site cible.
Cette diapo à nouveau vient résumer ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur le mécanisme de la transposition. Alors, comme vous pouvez le constater, nous avons des coupures monobrins décalées au sein de l'ADN cible, c'est-à-dire là où la transposition va avoir lieu. Ces coupures monobrins de manière décalée vont faire que l'élément transposable, lorsqu'il va venir, il va s'insérer et donc il va essayer d'écarter, il va s'insérer entre les coupures, là où il y a les coupures. Et donc on aura un écartement de gauche vers la droite et de droite vers la gauche des brins de l'ADN cible, et l'élément transposable va s'insérer. On se retrouve avec des régions qui sont vides, ce qu'on appelle les gaps, ou encore les simples gaps, un qui est de côté droit et l'autre qui est de côté de gauche. Et ces gaps-là, ils vont être réparés par la polymérase. Les résultats, c'est on retrouve un phénomène de duplication du site cible. Voilà à nouveau cette figure, juste à nouveau pour vous résumer le mécanisme de la transposition. Nous allons parler maintenant des modes de transposition, pas le mécanisme de la transposition. Le mécanisme de transposition, on vient de le voir juste tout à l'heure, il est très simple. Nous avons des coupures monobrins décalées. Nous avons insertion de l'élément transposable au niveau des coupures. Résultat, formation de simples gaps, ou encore des endroits qui sont vides. Réparation par la polymérase, autrement dit la synthèse du brin complémentaire au niveau de ces régions qui sont vides. Et le résultat, c'est la duplication de cette cible. Maintenant, au niveau des modes de transposition, il existe deux modes de transposition. Il y a le premier mode qu'on appelle le mode conservatif. C'est-à-dire qu'une séquence d'ADN, elle est transférée d'un site à un autre, entre un site donneur et un site receveur. Autrement dit, c'est la même copie. Vous avez un élément transposable qui est venu, qui s'est inséré au niveau d'un site. Donc il est resté là-bas. Et à un moment donné, il a décidé de partir. Et il va partir au niveau d'un autre site. Et donc là, le site donneur, il va se retrouver avec rien. Et le site receveur, il va recevoir cette copie-là, cette nouvelle copie. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode conservatif. On aura l'occasion d'en parler par la suite, de manière un peu peut-être détaillée. Et nous avons la transposition réplicative. Réplicative, ça veut dire que l'élément transposable est transféré d'un site à un autre, tout en restant une copie au niveau du site original. Ça veut dire qu'on aura une augmentation de nombre de copies de ces éléments transposables. En manière beaucoup plus claire. Là, le mode conservatif, c'est-à-dire la même copie qui circule, c'est la même copie qui circule. En mode réplicatif, c'est une copie, c'est-à-dire issue de la réplication. On a la première copie qui est au niveau de site donneur, il va subir une réplication, et cette copie qui est le résultat de la réplication, c'est elle qui va partir au niveau d'un autre site receveur. De telle manière à ce que le donneur, il a une copie, et le receveur, il a une copie. Tandis que, dans le monde conservatif, le donneur, il perd la copie, et le receveur reçoit cette nouvelle copie. Alors, cette diapo nous résume un petit peu le monde qui est le monde conservatif. Ça veut dire que nous avons le donneur, ici, et nous avons le receveur. L'élément transposable au niveau du donneur, il va sortir, il va aller au niveau de site receveur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le receveur, il a une copie, et le donneur, il a perdu sa copie. Alors ce mode conservatif a longuement été un peu contesté.
Parce qu'on imagine très mal un organisme dans lequel est présent une bactérie. Il a reçu un élément transposable qui lui a conféré quelque chose d'extraordinaire, une résistance à un antibiotique donné. Et on voit très mal que cette bactérie, tout à coup, il va décider de laisser partir cet élément transposable ailleurs, et elle, il va redevenir sensible. Et donc ça gênait beaucoup les généticiens, surtout ceux qui s'intéressent un peu au niveau de l'évolution, comme quoi c'est quelque chose qui ne doit pas exister. Et ça posait un problème, c'est pourquoi vous avez ici un point d'interrogation, quel est le devenir de l'élément donneur. On aura l'occasion d'en parler si vous voulez bien. Alors cette diapositive, il parle plutôt du monde réplicatif, plutôt que le monde conservatif. En effet, vous avez ici le donneur et à côté vous avez le récepteur, c'est-à-dire le site cible, là où le transposant va y aller. Et on constate que, au niveau de l'ADN donneur, nous avons une synthèse d'une copie de ce transposant. C'est une copie de l'élément transposable qui va venir et qui va y aller s'insérer au niveau de l'ADN, au niveau du site cible, receveur. Le résultat, on le voit très bien ici, le donneur, il a une copie, et le receveur, il a aussi une copie. Alors ce monde réplicatif, bon, celui-là, il était un peu, ça a tranquillisé les chercheurs en disant, bah oui, ça me paraît raisonnable que une bactérie préfère plutôt partager que tout donner et reste avec rien. Donc partager comment? Bah, partager par le fait de répliquer, donner une copie aux autres bactéries afin que toutes ces bactéries-là vont recevoir cette copie-là, ils vont les partager entre elles et augmenter le nombre de copies, ce qui fait que toutes les autres bactéries vont devenir résistantes à cet antibiotique qui est porté par cet élément transposable. D'ailleurs, un des phénomènes qui explique la multirésistance bactérienne ou la résistance bactérienne, c'était le transfert des éléments transposables entre les bactéries. Une bactérie le reçoit et va le partager avec les autres et tout à coup on a une population qui résiste à cet antibiotique. Et donc, à nouveau, le monde conservatif restait longtemps un monde un peu contesté parce qu'on comprend très mal qu'une bactérie va donner une copie et elle, il reste avec rien. C'est plus ou moins un suicide, si on peut dire. Et donc finalement, les recherches ont été menées et on s'est rendu compte qu'en fait, ce monde conservatif, quelque part, il n'existe pas. En fait, ce qu'il existe, c'est le monde réplicatif et que ce monde conservatif, en fait, c'est quelque chose qui est le résultat d'un monde réplicatif lui-même, qu'on aura l'occasion peut-être de le discuter. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le plus probable, c'est le monde réplicatif. Celui qui est contesté, c'est le monde conservatif.